Le G7 sert-il encore à quelque chose? 7 pays parmi les plus industrialisés qui se réunissent chaque année quand vient l'été, les plus riches aussi. États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et enfin Canada. Et ça, c'était avant, c'était il y a 50 ans. Un premier sommet à Rambouillet en 1975. Aujourd'hui, avec un multilatéralisme en coma dépassé, le G7 cherche sa voie, diplomatique comme économique. Et pour certains, comme Donald Trump l'an dernier au Canada, il a montré le peu de cas du sommet en n'y participant que 6 heures au lieu de 2 jours prévus. We had just a really great relationship with everybody, and it's really nice. I wish I could stay for tomorrow, but they understand. Is there a reason, Mr. President, that you can't? Pour d'autres exclus du club, la messe est dite. Espero que dia as pessoas percebam que o jeito de discutir política no G7 está superado. É preciso abrir. 这样的规则服务的是 G7 等少数国家的既得利益，而不是国际社会的共同利益。 L'honorable Donald J. Trump. Et avec autant de surnoms, un club de riches, le directoire du monde ou encore le G7 des fossiles pour les militants climatiques, n'en jetez plus. Mais au fait, c'est quoi le G7? Ou plutôt, sert-il encore à quelque chose? Mi-juin, sur les bords du Léman à Évian, le G7 prend ses quartiers de sommet. À eux seuls, ils représentent à peine 30% du PIB mondial. C'était 2 fois plus il y a 50 ans, 65%. Comment vouloir peser alors que le G20, lui, rassemble 85% du PIB mondial? 7 pays en perte de vitesse, forcément ça limite les ambitions du sommet d'Évian à l'heure des grands déséquilibres mondiaux. Les grands déséquilibres mondiaux, voilà le casse-tête diplomatico-économique du G7 d'Évian. Et depuis quelque temps, le diagnostic est posé, repris par la présidence française. Trade wars, protectionist escalation, races towards overproduction will only produce losers. This is why addressing global economic imbalances is our key priority. Avec des modèles de croissance disparates, 3 grandes zones contribuent à ces déséquilibres. La Chine, les États-Unis et pris entre les deux, le bloc européen. Une zone de turbulence commerciale qui s'est installée depuis une vingtaine d'années et que personne ne parvient à résoudre. D'un côté, une surconsommation américaine qui rend le pays débiteur. De l'autre, une surproduction chinoise qui inonde le reste du monde. Et au milieu, une Europe qui ne fait qu'épargner, donc n'investit pas. L'urgence est là, il faut agir. Historiquement, ce qu'on sait, c'est que ces déséquilibres mondiaux se résorbent jamais seuls. Et que là, la trajectoire qu'on prend est une trajectoire d'explosion de ces déséquilibres mondiaux qui se résorberont de 2 manières, soit par un accord coopératif sur des politiques macroéconomiques qui peuvent éventuellement inclure la question des taux de change, soit se résorber par une crise financière. Et moi, ce que je crains, c'est que nous ayons la crise financière qui nous pend au bout du nez. Non membre du G7, la Chine est un peu l'éléphant dans la pièce. Pourtant, l'une des clés vient de Pékin. Une consommation chinoise relativement faible pousse les entreprises à exporter plus que de raison. Pour l'instant, le Parti communiste ne veut rien entendre. Jusqu'à quand? Je pense que la Chine sent que graduellement, la pression augmente sur ses choix politiques et économiques. Le G7 pourrait d'abord créer un mécanisme commun de suivi des surcapacités. Pourquoi? Parce qu'il faut des chiffres partagés. Secteur par secteur, acier, panneaux solaires, batteries. Le G7 pourrait aussi insister sur plus de transparence de la part de la Chine, mais aussi d'autres pays en termes de subventions, de crédits publics. L'autre problème du G7, c'est l'Amérique de Donald Trump. 30% de la consommation mondiale vient des États-Unis. Une surconsommation et donc plus d'importations. Avec un dollar haut, le monde entier veut lui vendre sa production, ce qui encourage des déficits. Bref, un cercle vicieux amplifié par Trump et ses guerres tarifaires. La nouvelle administration américaine, qui est en place maintenant depuis plus d'1 an, a piétiné, a endommagé un nombre assez important de cadres juridiques, d'instruments, d'institutions, dont on n'imagine pas qu'elles changent subitement, en particulier à ce G7. Donc on doit s'attendre au fait que les États-Unis continuent de défendre leurs intérêts au sein même du G7. Et l'Europe dans tout ça? Elle peine à s'entendre, coincée entre les blocs chinois et américains. Au G7, l'Union européenne cherche une direction.
Désorientée, l'Union européenne veut sa boussole pour retrouver une croissance à domicile. Président en exercice du G7, Emmanuel Macron a fixé le cap. So the objective of this G7 will be to build this framework of cooperation and the three pillars of our strategy in order to deliver more sovereignty, more efficiency and more growth would be based on protection, simplification and investment. Et Ursula von der Leyen d'enfoncer le clou face au bouleversement du monde. If this change is permanent, then Europe must change permanently too. It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. Face aux deux blocs, le front uni des Européens est encore difficile à trouver pour le G7. Et pourtant, les instruments existent. Enquête sur des subventions ou instruments anti-coercition par exemple. On reconnaît des changements, mais pas assez rapides. La position européenne a beaucoup évolué parce que, notamment en Allemagne, il y a eu des changements de politique macroéconomique assez profonds avec une relance budgétaire assez solide qui font que l'Europe aujourd'hui fait ce qu'on attendrait d'elle dans le cadre d'un accord multilatéral sur la coordination des politiques macroéconomiques. Et donc moi, mon inquiétude, c'est qu'on bouge intellectuellement, mais trop lentement pour faire face à un choc très, très brutal et que quand on aura bougé, il sera peut-être un peu trop tard. L'Allemagne pointait du doigt sur ses dépendances avec la Chine, mais là justement un tabou est en train de tomber. Accusant un déficit commercial de 89 milliards d'euros en 2024, Berlin soutient désormais la préférence européenne, le Made in Europe, sans le dire. Wir haben eine gute Kooperation mit China. Es gibt aber auch einige Herausforderungen, die wir gemeinsam bestehen müssen. Es gibt vor allen Dingen Themen beim Wettbewerb. Es gibt hohe Kapazitäten aus China, die zum Teil auch für Europa mittlerweile ein Problem darstellen, weil es Kapazitäten sind, die weit über den Marktbedarf hinausgehen. Pourtant, Evian devra sans doute attendre pour arracher au G7 une position commune des Européens, la faute à une union trop longtemps naïve face au bloc. L'Europe peut faire, mais moi ce qui me frappe, c'est que l'Europe ne fait pas ou ne fait plus. L'Europe a réussi, probablement parce qu'elle est divisée et qu'elle a peur de montrer ses divisions, voire de les surmonter, d'inventer cette diplomatie de l'indifférence. Une indifférence qu'il faut peut-être replacer dans un calendrier de rendez-vous diplomatiques. Après le G7 viendra le G20 en décembre, sous présidence américaine cette fois. Un sommet chasse l'autre. De 7 à Evian, on passe à 20 à Miami en décembre. Un club plus diversifié qui représente 85% du PIB mondial dans le complexe Trumpia de Mar-a-Lago. This afternoon, I'm thrilled to announce that the 2026 G20 conference, which will be held in one of our country's greatest cities, beautiful Miami, Florida. Et si Donald Trump avait fait un pari? Son sommet de Mar-a-Lago serait son succès, comme le montre ce film de promotion. Devenu inutile, le G7 d'Evian ne serait donc qu'une étape préparatoire pour réduire les grands déséquilibres. La diplomatie trumpienne, c'est une diplomatie de communication. Donc, effectivement, on peut, sans risque de se tromper, dire que le G20 de Miami, Mar-a-Lago, qui se tiendra en décembre prochain, sera une très grande opération de communication. Et la Chine est là, la Russie est là. Alors, ce sera intéressant de savoir si Poutine va se déplacer ou pas. Donc, il y a toutes les cartes en main. Les cartes en main sûrement, mais Donald Trump n'a jamais été un grand fan du multilatéralisme. Il a surtout une obsession, son face-à-face avec la Chine. Je ne veux pas dire que la bataille est perdue, il va encore s'écouler un peu de temps, mais ce qu'on semble observer aujourd'hui, c'est que les Américains, au fond, ne considèrent pas le G20 comme le cadre dans lequel ils veulent faire ce genre de grandes négociations. Et si grande négociation il y a, elle aura lieu de manière bilatérale entre le président Xi et le président Trump. D'ici décembre, les grandes rencontres au sommet sont à observer. Si l'acte 1 du G7 d'Evian pourrait se limiter à un communiqué d'autosatisfaction, l'acte 2 à Miami en décembre laisse entrevoir un face-à-face entre la Chine et les États-Unis face au chaos du multilatéralisme. De quoi poser encore un peu plus la question, à quoi sert le G7 d'Evian ?